Ok, bonjour à tous et bienvenue sur Ying Studio. Aujourd'hui on va parler du méningocoque C. Je vous rappelle que le sondage sur la vaccination est toujours disponible en description. Maintenant place à l'épisode. Le méningocoque C est responsable de la méningite, du coup on va aborder la méningite dans un premier temps. La méningite est une inflammation du méninge, vous savez les enveloppes des centres nerveux, c'est-à-dire moelle épinière plutôt, qui est dans la colonne vertébrale, et le cerveau qui est, l'encéphale plutôt, qui est dans le crâne. Donc on va parler directement des symptômes et complications, vu que les causes de la maladie sont multiples. Vous verrez, il y a plusieurs agents pathogènes, dont le méningocoque. On va commencer par la méningite chez l'adulte, et l'enfant aussi en fait. Bon, petite précision, la méningite elle peut être bactérienne ou virale. Donc chez l'adulte, dans 90% des cas, on est sur une méningite bactérienne, c'est-à-dire une méningite causée par une bactérie. C'est bien, il y en a qui suivent dans le fond. Le principal symptôme, c'est une céphalée intense. Vous savez, ce truc dont se plaignent les femmes quand elles n'ont pas envie d'une session BTP. On trouve également des raideurs dans la nuque, donc c'est une flexion pas trop possible du coup. De la fièvre, de la confusion, en gros un patient dans un état second, un peu dans les vapes tout le temps. Mais aussi de la photophobie et phonophobie. La photophobie, c'est la réaction phobique à la lumière, et la phonophobie, c'est une réaction phobique au bruit, au son plutôt. Enfin, en gros, quand il y a du bruit, tu supportes plus. D'autres symptômes spécifiques à la méningite sont trouvables chez l'adulte, des signes de Kernick et Brudzinski. Alors j'ai pas bien compris si c'était uniquement chez l'adulte, ou chez l'adulte et parfois chez l'enfant, ou chez les deux. C'est pas clair. S'il y en a qui peuvent préciser en commentaire, voilà. Il s'agit de douleurs au genou lors de l'extension et de la flexion. De douleurs au genou lors de l'extension et de flexion involontaire des membres inférieurs. Chez l'enfant, c'est plus compliqué, puisque chez les jeunes enfants, on voit plutôt de l'irritabilité et une sensation de malaise. En gros, pas bien, tu sais, quand t'es un petit peu dans le cirage, quoi. On trouve également un bombement de la fontanelle chez l'enfant de moins de 6 mois. En gros, l'inflammation fait gonfler. Vous savez, la fontanelle, c'est l'os qui est au sommet du crâne et qui n'est pas tout à fait soudé chez le nouveau-né. Une douleur des membres inférieurs, des extrémités froides et un teint qui change sont également des signes pouvant indiquer une méningite. En cas de méningite causée par une infection à méningocoque, donc par exemple, tout hasard, le méningocoque C dont on parle dans cette vidéo, on peut voir apparaître une éruption pétéchiale que l'on retrouve également sous le nom de purpura. Un purpura dans le cas du méningite, c'est pas bon, surtout s'il est fulminant. On y reviendra plus tard. Pour faire simple, il s'agit de l'apparition de taches violacées persistantes, c'est-à-dire des taches qui ne disparaissent pas quand on appuie dessus, sur la peau. C'est lié à la présence d'hémorragies mineures, hein. En gros, au niveau des capillaires sanguins sous-cutanés, en gros, tu as des capillaires, des petits vaisseaux sanguins sous la peau qui éclatent, et qui font des espèces de taches couleur sang. Enfin, plutôt couleur violacée, vous savez, comme un bleu. Sauf que là, ça fait un très gros bleu, qui est vraiment pas beau. C'est souvent associé à une extension rapide et localisée, c'est-à-dire que rapidement le purpura sur un endroit localisé du corps, il va tout recouvrir. Et plus il recouvre vite, moins c'est bon, et plus il est grand, moins c'est bon. Donc c'est au niveau généralement du tronc, des membres inférieurs ou des conjonctives. Vous savez, le truc atteint par la conjonctivite au niveau de l'œil. Et aussi, mais rarement au niveau des mains. On peut également retrouver un symptôme pied-main-bouche. En gros, c'est des lésions au niveau des pieds, des mains ou de la bouche. Ça ressemble un peu à des boutons, mais c'est difficilement descriptible. On va dire, c'est difficilement descriptible, il faut le voir pour comprendre. En gros, c'est des espèces de petits boutons, mais sans trop de... tant que ça ait l'air très méchant, quoi. Et un autre symptôme bien chiant, c'est l'herpès génital. Oui, l'herpès génital est un symptôme de la méningite, virale notamment, puisque une méningite virale peut causer de l'herpès au niveau de la queue, des couilles ou de la chatte. Charmant, n'est-ce pas? Bonjour, bonjour. Ah, bonjour, vous êtes les restrictions YouTube, va falloir demander une review manuelle à cause de nous, monsieur. Ah, ok, au revoir. Bon, allez, on reprend. Maintenant, on va parler des complications. Alors déjà, l'infection, elle peut dégénérer vers un sepsis.
qui est associé à un syndrome de réponse inflammatoire systémique avec souvent tachycardie, fièvre et polypnée. Ça, quel plaisir, putain, c'est ce symptôme. Non, je déconne, c'est vraiment dégueulasse. Le sepsis, pour info, on le retrouve également sous le nom de septicémie. Vous savez, ce terme qui signifie littéralement infection du sang et que quand tu l'as, ça sent vraiment pas bon. Hein, vraiment, un sepsis, c'est pas bon. On retrouve également dans les complications une hypotension, c'est-à-dire une chute de tension qui peut mettre bien KO. Et cette hypotension, c'est un signe avant-coureur d'un sepsis sévère qu'on retrouve également sous le nom de choc septique. Ça se traduit entre autres par une insuffisance circulatoire aiguë. Ensuite, il se peut que quelques joyeusetés suivent. On peut retrouver une coagulation intravasculaire disséminée qui se traduit par l'apparition de multitudes de caillots sanguins. Ça gêne la circulation du sang tout en favorisant l'apparition d'hémorragie. En fait, il se peut qu'à un moment ça soit bouché et un vaisseau finisse par éclater parce qu'il y a trop de sang dedans. Enfin, c'est mal expliqué, mais en gros, voilà, ça se bouge, t'as du sang qui continue d'arriver et ça gonfle et ça éclate. Et une des conséquences de la méningite causée par un méningocoque, c'est une gangrène au niveau des membres, entre autres parce que ça se bouche. C'est qu'elle sympa en vue, quoi, hein, parce qu'une gangrène, hein, je vous rappelle, un membre gangréné, il est mort. Techniquement. Et en cas d'infection causée par un méningocoque ou un pneumocoque, on peut se retrouver face aux symptômes de Waterhouse-Friderichsen. Et donc ce syndrome, c'est un syndrome qui est souvent fatal. En fait, ça cause une inflammation des glandes surrénales. Vous savez, c'est des glandes qui sont au niveau des reins. Avec en conséquence des hémorragies de ces glandes et une insuffisance surrénalienne aiguë. En gros, ces glandes ne font plus leur travail. Et les glandes surrénales, c'est au niveau des reins, ça sert entre autres pour gérer en fait le bon fonctionnement du système rénal. La méningite étant une inflammation des enveloppes des centres nerveux, on peut voir apparaître des symptômes nerveux, bien entendu. La méningite, donc, elle peut induire un œdème cérébral. Cette complication, elle peut entraîner une hypertension intracrânienne. On rappelle qu'un œdème, c'est une sorte de gonflement suite à une inflammation. Donc cette hypertension intracrânienne, c'est une augmentation du volume intracrânien, hein, puisqu'en fait ça gonfle, pas suite à l'inflammation. Et une pression trop importante dans l'enveloppe osseuse. Voire, quand la pression devient trop élevée, un engagement cérébral. En gros, il y a une partie de la structure cérébrale, donc de l'encéphale, qui va se déplacer via un orifice naturel crânien. Ah ouais, tu peux avoir des liquides cérébraux ou des bouts de cerveau qui sortent, littéralement. C'est vraiment pas jojo. Les signes cliniques de ces complications sont une perte de connaissance, une perte de conscience plutôt, en gros un coma, clairement. Une perte du réflexe pupillaire. En gros, le réflexe pupillaire, vous savez, c'est quand, en fonction de la luminosité, votre pupille se dilate ou se rétracte. Bah là, ce réflexe, il est plus présent. Voire une rigidité corporelle. Là, je vous fais pas de dessin sur ce qu'est la rigidité corporelle, mais c'est vraiment pas bon, puisque ça ressemble quand même de loin à une rigidité cadavérique. Hein, la méningite est une maladie extrêmement grave. Vous allez voir après quand on va parler des pronostics, en fait, hein, quand il y a une méningite, c'est vraiment pas bon. Et bien sûr, l'inflammation, elle cause bien d'autres problèmes bien sympas. Par exemple, on peut voir apparaître une hydrocéphalie. Il s'agit d'un trouble de la circulation du liquide cérébrospinal, en gros l'un des liquides qu'il y a dans le cerveau, en plus des liquides des méninges, etc. Donc en gros, il s'accumule parce qu'il circule mal et il trouble encore plus le bon fonctionnement du cerveau parce que bien entendu, ça va venir faire pression sur des endroits. Hein, tout à fait sympa comme symptôme. Tout ceci, ça peut causer des crises d'épilepsie. Donc chez l'enfant, une crise d'épilepsie précoce, elle va apparaître dans 30% des cas de méningite. Et il faut savoir aussi qu'on peut avoir des crises d'épilepsie beaucoup plus tardives et que plus une crise d'épilepsie est tardive, moins c'est bon pour le pronostic. Voilà, en gros, si les crises d'épilepsie apparaissent tardivement, c'est pas bon pour les chances de survie ou pour les séquelles. Et c'est pas tout dans les complications, puisqu'on peut également voir apparaître une anomalie des nerfs crâniens. Donc en gros, les nerfs crâniens, c'est tous les nerfs qui vont contrôler la face, donc le visage et le cou, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, les mouvements de la face, les mouvements du cou aussi un peu. Et en gros, une telle anomalie, on va surtout trouver des troubles visuels et auditifs avec une possibilité de séquelles à long terme, hein, c'est-à-dire que souvent ça dure pendant longtemps les troubles.
C'est-à-dire que suite à une méningite, tu peux te retrouver avec des problèmes de mouvement, des problèmes de vue, des problèmes d'odorat, des problèmes d'ouïe, etc. Voilà, c'est vraiment pas une maladie joyeuse. Après, une méningite, elle peut également évoluer vers une méningo-encéphalite. En gros, c'est une encéphalite, hein, donc une inflammation grave de l'encéphale. Donc le cerveau, c'est une inflammation encore plus grave que l'œdème. Hein. Là, vraiment, c'est pas bon. Une vascularite, en gros, c'est une inflammation des parois des vaisseaux sanguins. Je vous laisse imaginer la douleur qui peut s'en suivre et les séquelles ainsi que les symptômes sur le moment. Voire une thrombose veineuse cérébrale. En gros, c'est l'obstruction par un caillot. C'est le concept d'une thrombose. D'au moins un des sinus veineux cérébraux. En gros, ça va causer des problèmes de vascularisation du cerveau. Et c'est clairement pas bon. Après, maintenant, qu'est-ce que ça donne quand on est diagnostiqué avec une méningite en termes de pronostic? Dans le cas d'une méningite bactérienne, la maladie est quasi systématiquement fatale s'il n'y a pas de traitement. Avant l'apparition des antibiotiques, une méningite bactérienne diagnostiquée, c'était à peu près autant synonyme de mort qu'une rage déclarée. Sachant que la rage déclarée, encore aujourd'hui, c'est synonyme de mort. En clair, ça veut dire qu'on a une mortalité qui approche les 100%. Putain, le soleil qui se lève, ça fait chier. Bon, dans le cas d'une infection virale, l'évolution est bien moins grave, avec une évolution qui est favorable spontanément dans la plupart des cas. Quand bien même on peut avoir des méningites virales graves, même s'il y en a moins, il peut y en avoir. Une méningite virale, il faut quand même faire gaffe. Mais il y a beaucoup moins de morts, et d'ailleurs du coup pour les taux de mortalité, on va parler de l'infection bactérienne. Avec une prise en charge médicale, puisque sans prise en charge médicale, on a vu c'est quasi systématiquement mortel. Avec une prise en charge médicale, la survie est de la mortalité est de 20 à 30% chez le nouveau-né, de 2% chez l'enfant et de 20 à 40% chez l'adulte. Avec prise en charge médicale. D'accord ? Et encore là, on parle pas des séquelles, hein, on parle juste des taux de mortalité. Juste, au-delà de 20% de mortalité, t'as un bordel qui est ultra vénère en termes de diagnostic. Parce qu'on rappelle que là, c'est avec administration d'antibiotiques, mais pas le petit antibiotique que te prescrit le médecin. Genre les trucs qu'on t'injecte à l'hosto quand t'es pas bien, quand t'es pas bien et que t'es en train de décéder dans ton lit. Hein. Je veux dire, on t'envoie des antibiotiques, c'est l'artillerie lourde qu'on sort. Hein, et il y a quand même jusqu'à 40% de décès. Bon, maintenant, on va aborder la prévention via la vaccination. Hein, parce que, bien entendu, il n'y a pas que la vaccination. Mais vous verrez, quand on va voir, la vaccination est quand même un moyen très efficace de contrôler les épidémies. Et globalement, l'incidence des maladies. On peut vacciner contre plusieurs des bactéries causant la maladie. Et aussi contre quelques-uns des virus. Donc déjà, une première bactérie contre laquelle on peut vacciner, c'est l'Haemophilus influenza B. Il faut savoir que l'Haemophilus influenza B, c'est un vaccin obligatoire en France actuellement chez les nouveau-nés. C'est d'ailleurs l'une des premières bactéries pour lesquelles on a eu un séquençage complet du génome. Donc la vaccination contre l'Haemophilus influenza B a permis de réduire drastiquement les cas de méningite causés par cette bactérie. Alors cette bactérie, je ne l'ai pas abordée, parce qu'en fait elle cause plein de maladies. J'ai envie de dire, c'est un peu une bactérie à tout faire en termes de pathologie. Après, une autre vaccination qui permet de réduire les cas, et ça peut vous sembler assez étonnant, mais c'est la vaccination contre les oreillons. Puisque une méningite virale peut être causée par les oreillons. Bon, après, les méningites virales sont moins graves que les méningites bactériennes, donc on peut déjà envisager de réduire drastiquement les méningites bactériennes. Donc, par exemple, on peut vacciner contre les méningocoques A, C, W135 et Y. Le vaccin contre le méningocoque C, par exemple, qui est obligatoire en France, il a une efficacité de plus de 90%. Après, le vaccin contre le méningocoque A, par exemple, on le trouve surtout en Afrique, souvent associé au vaccin contre le méningocoque C. Et après, on a également en cours de développement des vaccins contre le méningocoque B. Après, par exemple, en France, si on vaccine surtout contre le méningocoque C, c'est parce que c'est le méningocoque C qu'on retrouve le plus. Après, on a aussi la vaccination contre le pneumocoque qui protège contre la méningite, puisqu'une méningite peut être causée par un pneumocoque. Et enfin, le vaccin BCG, qui est le vaccin contre la tuberculose, protège contre les méningites tuberculeuses, avec une efficacité cependant qui diminue au fur et à mesure dans le temps. C'est-à-dire que chez l'enfant, ça sera efficace, puisque c'est un vaccin qui se fait à la naissance, le BCG. Enfin, du moins qui se faisait, parce qu'il me semble qu'il n'est plus obligatoire maintenant. Et par contre, à l'âge adulte, c'est beaucoup moins efficace.
Bon, après aussi, il faut que le vaccin prenne, hein, parce que les gens comme moi, chez qui le vaccin BCG n'a jamais voulu prendre, hein, on se connaît, et on sait que c'est... Voilà. D'ailleurs, hein, c'est très chiant quand le vaccin BCG ne vous voulez pas prendre quand c'était obligatoire, parce que bah il y a un moment où quand après 3 ou 4 injections sur un vaccin qui est censé se faire en une seule, ça va pas pris, ça devient compliqué. Mais ça on en parlera dans la vidéo sur la tuberculose. Parce que le vaccin contre le BCG reste quand même un bon vaccin. Donc ça y est, là on est arrivé au bout de la vidéo, donc vous avez vu on a pu voir les différents vaccins qu'on trouve pour lutter contre la méningite. On a également parlé de cette maladie, donc vous avez vu c'est une maladie qui est quand même assez violente. Pour info, c'était une cause importante de mortalité infantile, il y a encore une cinquantaine d'années. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter la vidéo. Vous pouvez aller suivre la chaîne secondaire sans description. Tous les réseaux sont en description. Donc Insta, Twitter, Facebook, j'ai plus. TikTok, le serveur Discord que j'ai réparé d'ailleurs. Enfin, j'ai changé le lien en gros. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!